Lorsque 700 soldats d'élite nord-coréens ont débarqué au Burkina Faso, peu d'analystes africains ou occidentaux comprenaient la portée exacte de cet événement. Dans une région traditionnellement marquée par la présence militaire française ou des missions onusiennes, la vision des bottes nord-coréennes foulant le sol sahélien a marqué une rupture sans précédent dans l'histoire militaire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement burkinabé n'a pas caché cette collaboration. Au contraire, la confirmation officielle conjointe de Pyongyang et Ouagadougou a rapidement circulé dans les médias d'État. Mais cette transparence inhabituelle n'était pas une faiblesse, c'était un message. Le président Ibrahim Traoré, chef de la junte militaire au pouvoir, fait face à des menaces multiples, tentatives de coup d'État, assassinats ciblés, infiltrations étrangères et sabotage institutionnel. Alors que le pays se détache progressivement de l'orbite occidentale, il a trouvé en la Corée du Nord un partenaire inattendu mais résolument engagé. Les troupes déployées ne sont ni des observateurs, ni des formateurs passifs. Elles forment une force d'intervention intégrée, prête à agir pour défendre le régime en cas de déstabilisation. Cette opération de sécurisation intervient à un moment de grande fragilité géopolitique. Depuis que les forces russes associées au groupe Wagner ont évincé les soldats français au Mali et en République centrafricaine, le modèle sécuritaire africain bascule vers l'Est. Pyongyang a pris ce virage avec discrétion, mais détermination. Son soutien n'est pas symbolique, il est structurel, opérationnel et hautement stratégique. À Ouagadougou, l'accueil réservé à ses troupes fut sobre. Pas de drapeau, pas de cérémonie pompeuse, seulement des corridors militaires, des convois discrets et une installation rapide dans des zones sensibles proches de la capitale et des régions nord à forte insécurité. C'est dans ces espaces que la collaboration militaire s'ancre, avec pour but de consolider la position de Traoré et d'empêcher toute tentative de renversement interne. Ce qui étonne le plus, ce n'est pas la présence de soldats étrangers, mais leur identité. La Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés du monde, sous sanctions internationales sévères, accusée de prolifération nucléaire, et régulièrement condamnée par les grandes puissances. Pourtant, elle devient un pilier sécuritaire d'un régime sahélien. Pourquoi ce choix? Pourquoi maintenant? Selon des sources militaires burkinabées, les menaces contre le chef de l'État se sont récemment intensifiées. Des tentatives de putsch ont été déjouées. Des communications cryptées entre agents étrangers et officiers dissidents ont été interceptées. Et plusieurs réseaux ont été démantelés. Le message est limpide. Traoré doit tomber. Et ceux qui souhaitent sa chute ne reculent plus devant la violence. Dans ce contexte, Ouagadougou a discrètement sollicité une aide extérieure capable de garantir non seulement la sécurité immédiate, mais aussi la pérennité d'un système en transformation. Ce besoin dépasse les capacités russes déjà engagées sur plusieurs fronts. Il fallait une force capable de combiner discipline, discretion, loyauté absolue et expertise en contre-insurrection. C'est là que la Corée du Nord est intervenue, avec un plan structuré, des troupes prêtes et un engagement idéologique qui dépasse la simple coopération militaire. Derrière cette aide directe, Pyongyang a proposé un paquet sécurité complet, équipement de surveillance, communications chiffrées, protocole de protection rapprochés et stratégie d'encerclement urbain inspirée de ses propres pratiques internes. Le régime nord-coréen, souvent caricaturé pour ses excentricités, possède en réalité l'un des systèmes de sécurité les plus fermés et les plus efficaces du monde. Le Burkina Faso compte désormais en adopter certains segments. Et ce n'est pas tout. Le modèle va bien au-delà de la simple protection physique. Ce qui est en jeu, c'est une refondation profonde des structures sécuritaires du pays, à partir d'un paradigme non occidental. Contrairement aux partenariats classiques imposés par les anciens colonisateurs ou les grandes organisations internationales, l'accord avec Pyongyang repose sur une logique d'égal à égal, chacun y trouve son compte. Pour la Corée du Nord, il s'agit d'accéder à un terrain réel d'expérimentation militaire. Ces doctrines sont rarement testées hors d'Asie. Le Burkina Faso devient un laboratoire grandeur nature pour ses tactiques asymétriques. Protection en zone urbaine, guerre de jungle, infiltration et sabotage. C'est aussi un terrain idéal pour rôder ses technologies de surveillance, ses unités d'intervention et ses formations idéologiques. Pour Pyongyang, ce déploiement est une mine d'or stratégique. Pour Ouagadougou, cette alliance fournit une réponse immédiate à la menace existentielle qui pèse sur le régime.
Traoré n'est plus seul. Le signal est clair. Tenter un nouveau coup d'État. C'est affronter une force internationale prête à tout pour garantir la stabilité d'un pouvoir désormais enraciné dans une alliance nouvelle. Une alliance sans ONG, sans démocratie conditionnée, sans médiation occidentale. Et cela change tout. Car au-delà de la politique, c'est le cœur même de l'ordre sécuritaire africain qui commence à basculer. Dans les coulisses de la présidence burkinabé, ce ne sont pas les discours qui comptent, mais les messages interceptés. Depuis plusieurs mois, les services de renseignement, avec le soutien actif de la Russie et désormais de la Corée du Nord, ont déjoué plusieurs tentatives coordonnées de coups d'État. Ces opérations, toutes préparées dans le plus grand secret, visaient à déstabiliser l'appareil d'État par des sabotages, des assassinats ciblés ou des actions militaires éclairs. Mais rien n'a abouti. Pourquoi? Car la guerre qui se joue à Ouagadougou n'est plus conventionnelle. Elle est souterraine, tissée d'espionnage, de contre-espionnage, de neutralisation préventive. Et c'est précisément dans ce théâtre opaque que les commandos nord-coréens excellaient bien avant leur arrivée en Afrique. Ce savoir-faire, nourri de décennies d'isolement stratégique, est aujourd'hui au cœur de la réorganisation sécuritaire du Burkina Faso. Tout commence par un constat. Le système burkinabé, tel qu'il était hérité de l'époque post-coloniale, reposait sur des structures opaques et poreuses, largement infiltrées par des intérêts extérieurs. La chaîne de commandement militaire était morcelée, les transmissions de renseignements filtrées et les loyautés divisées. À cela s'ajoutait une armée fatiguée, politiquement instable et minée par les désertions et les suspicions. Traoré a donc ordonné une refonte complète de l'appareil sécuritaire, avec l'appui des Nord-Coréens, mais aussi des unités russes présentes dans le pays depuis l'éjection des forces françaises. Cette réforme a suivi une logique chirurgicale. D'abord, identifier les maillons faibles. Ensuite, les neutraliser ou les isoler. Enfin, créer des structures parallèles, ultra-loyals, prêtes à agir sans délai. C'est dans ce cadre qu'est née une garde présidentielle redéfinie, inspirée directement du modèle nord-coréen, hautement disciplinée, cloisonnée, idéologiquement encadrée. Les membres sélectionnés ont subi une série de tests de loyauté, de résistance psychologique et d'aptitude au combat rapproché. Ils ont été formés à la détection des comportements suspects, à l'analyse du langage corporel, à l'anticipation des menaces avant qu'elles ne deviennent tangibles. Les soldats nord-coréens ont partagé leurs techniques issues de décennies de pratiques internes, postes de surveillance sans angle mort, double réseau de communication, protocole de confinement en cas de tentative de trahison. Les centres névralgiques de la capitale ont été redessinés selon une logique défensive nouvelle, tunnels de fuite, zones d'encerclement, checkpoints invisibles. Plus encore, les officiers burkinabés sélectionnés ont été envoyés en immersion dans des unités nord-coréennes déployées en périphérie de la capitale et dans les zones sensibles du nord du pays. Objectif: absorber non seulement des compétences, mais aussi un état d'esprit. L'autonomie tactique, la discipline absolue et la perception de l'État comme une entité sacrée à défendre à tout prix. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. En l'espace de quelques semaines, plusieurs réseaux d'opposition ont été démantelés. Des caches d'armes ont été découvertes dans les banlieues d'Ouagadougou. Et des officiers en poste dans des garnisons régionales ont été relevés après que leur communication ait trahi des accointances douteuses. Ces opérations, menées avec une rapidité et une efficacité inhabituelles pour l'armée burkinabé, ont surpris même les observateurs étrangers. Mais ce qui rend cette évolution encore plus significative, c'est son caractère invisible. Contrairement aux campagnes de répression brutale ou aux purges médiatisées, le système nord-coréen s'insinue, agite en silence et reconstruit sans bruit. Il ne crée pas de martyrs. Il élimine les failles. Et dans un pays où les putschs sont souvent soutenus depuis l'étranger, cette approche offre à Traoré une immunité inédite. Les diplomates occidentaux en poste à Accra, Abidjan ou Dakar observent avec inquiétude cette montée d'un système de sécurité parallèle, car il ne répond à aucun des schémas traditionnels d'assistance militaire. Il ne dépend d'aucun financement multilatéral, n'est conditionné par aucun traité de coopération, et ne cherche aucune validation morale ou démocratique. Il fonctionne. Point. Et il se déploie. Dans les régions du Nord, particulièrement touchées par les attaques djihadistes, de nouvelles unités mixtes, composées de Burkinabés formés par les Nord-Coréens, ont pris position.
Leur mission: verrouiller les axes stratégiques, empêcher les infiltrations, couper les lignes logistiques des groupes armés. Contrairement aux anciens contingents formés par des experts européens, ces unités ne se contentent pas de patrouiller. Elles anticipent, frappant, neutralized. Elles agissent en dehors des grilles d'analyse des puissances occidentales qui ont longtemps cru que la stabilité passait par la démocratie formelle. Pour Traoré, la stabilité passe d'abord par la loyauté interne, la capacité à contenir les menaces et la mise en place de structures suffisamment robustes pour survivre à toute tentative de renversement. En ce sens, l'alliance avec Pyongyang dépasse la simple sécurité présidentielle. Elle devient une doctrine, un modèle, et dans un continent où les alliances se redéfinissent, elle pose les bases d'un nouveau paradigme. L'État souverain n'est plus un client, mais un acteur. Il choisit ses partenaires selon ses besoins, et non selon des héritages historiques. Le Burkina Faso n'est plus l'arrière-cour de Paris. Il est devenu, sous Traoré, un pion central d'un échiquier géopolitique où les règles sont en train de changer. Et chaque soldat nord-coréen posté à Ouagadougou est un rappel de cette transformation silencieuse. La transformation sécuritaire du Burkina Faso ne s'arrête pas aux seuls renforts militaires étrangers. Elle plonge plus profondément dans la culture institutionnelle elle-même, redéfinissant le rôle de l'État, la perception du pouvoir et les structures de commandement. Inspirée par la doctrine nord-coréenne, cette mutation s'étend comme un réseau invisible, façonnant un appareil d'État prêt à résister aux subversions internes comme aux interventions étrangères. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, une reconfiguration systémique a été lancée, fondée sur des principes qui font écho aux stratégies de Pyongyang: centralisation extrême, loyauté inconditionnelle, filtration totale de l'information et mobilité discrète des agents de sécurité. Cette méthode, bien qu'en rupture avec les traditions burkinabè marquées par des influences françaises, se révèle d'une redoutable efficacité dans un contexte de guerre hybride. Au cœur de cette nouvelle architecture, la création de cellules d'élite, directement formées par les commandos nord-coréens, appelées à jouer un rôle de gardien de l'ordre intérieur. Ces unités, distinctes de l'armée régulière, répondent directement au cercle rapproché de Traoré. Elles sont entraînées à la détection de la dissidence, à l'interprétation comportementale, à la sécurisation en environnement hostile et à la neutralisation silencieuse. C'est une approche préemptive, non-réactive. Dans les couloirs du pouvoir, ce changement s'est traduit par des rotations ciblées. Certains hauts fonctionnaires ont été déplacés, d'autres discrètement écartés. Les décisions ne font pas l'objet de communiqués publics. Le silence est stratégique. Derrière ces ajustements, il y a une ambition: purifier l'administration des influences étrangères et des alliances floues, longtemps utilisées par les puissances occidentales pour manipuler les institutions depuis l'intérieur. Ce processus s'accompagne de l'introduction de technologies nord-coréennes de surveillance, des systèmes de communication cryptés, des dispositifs d'alerte en temps réel et des outils d'analyse comportementale ont été implantés dans les ministères clés. Il s'agit de verrouiller le pouvoir non seulement physiquement, mais aussi informationnellement. Un agent ne doit plus pouvoir transmettre de données sensibles à une ambassade étrangère sans déclencher une alarme. Sur le terrain, dans les régions instables du Nord et de l'Est, des zones pilotes ont été établies. Elles servent à tester des protocoles de coordination entre les services secrets et les forces d'intervention rapide. L'objectif est clair: créer une chaîne de commandement parallèle, indépendante des anciennes structures héritées de la coopération militaire occidentale. Ce réseau parallèle fonctionne sur un modèle dual, un circuit formel visible et un circuit clandestin direct, inspiré de la logique nord-coréenne de double système. Ce modèle Traoré, bien que récent, commence déjà à faire école. À Bamako comme à Niamey, les chefs militaires scrutent de près la mutation en cours. Le président malien Assimi Goïta et son homologue nigérien Abdourahmane Tchiani ont organisé en mai dernier un sommet confidentiel dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, pour envisager une application conjointe de cette doctrine. Mais plus que les structures, c'est l'idéologie qui pénètre les institutions, dans les centres de formation militaire. Les instructeurs nord-coréens initient les soldats burkinabè à une pensée nouvelle: l'État comme entité sacrée,
la souveraineté comme valeur suprême, la résistance comme devoir quotidien. Ce discours résonne avec force dans une jeunesse militaire frustrée par des décennies d'asservissement économique et d'ingérence diplomatique. La doctrine inclut également un volet psychologique. Apprendre à reconnaître les signes de subversion, comprendre les stratégies de déstabilisation occidentale et anticiper les mécanismes classiques des révolutions colorées. Des séminaires sont organisés dans des centres fermés, où sont disséqués des cas comme la Libye post-Kadhafi, la Syrie de 20 ou encore les récents renversements de régime en Afrique francophone. Dans ce processus, l'expérience nord-coréenne devient un guide. Loin de chercher à imposer une dictature similaire, Traoré utilise Pyongyang comme laboratoire d'idées, en adaptant ses techniques aux réalités africaines. Ce n'est pas une simple copie, c'est une hybridation. Le modèle de sécurité de Kim Jong-un est absorbé, puis restructuré selon les logiques sociales, culturelles et religieuses du Sahel. Parmi les éléments les plus innovants, la notion de loyauté organique. Chaque agent en poste dans une zone sensible doit rendre compte non pas à son supérieur hiérarchique direct, mais à un commissaire de confiance, un officier chargé exclusivement d'évaluer sa fidélité à l'État. Ce système, testé à Bobo Dioulasso et dans la province du Soum, a permis de repérer en amont des tendances séditieuses et d'agir avant qu'un sabotage ne se matérialise. Mais le plus frappant dans cette évolution reste sa discrétion. Aucun communiqué ne vient célébrer cette transformation. Aucun rapport public ne l'expose. Les médias locaux, eux-mêmes partiellement restructurés, adoptent une ligne sobre, focalisée sur la stabilité, la souveraineté et la nécessité de défendre le Burkina des Burkinabés. L'image d'un État qui reprend le contrôle par ses propres moyens est cultivée avec minutie. Ce que certains à Paris, Bruxelles ou Washington considèrent comme une dérive autoritaire est perçu localement comme une renaissance, dans une Afrique lassée des tutelles moralisantes et des promesses creuses. La doctrine sécuritaire venue du Nord représente une alternative radicale mais séduisante. Elle ne promet pas la démocratie, elle promet la survie. Et dans un environnement où l'État est en guerre permanente contre des ennemis internes et externes, cette promesse vaut plus que toutes les aides conditionnées. Car derrière la militarisation croissante, il y a un projet politique. Ibrahim Traoré veut bâtir un État autonome, protégé de l'intérieur, imperméable aux manipulations, et capable d'exporter un modèle à ses voisins. Il ne s'agit plus de résister, il s'agit d'enseigner la résistance. Et pour cela, la Corée du Nord n'est pas un partenaire par défaut. Elle est devenue un catalyseur. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. L'intervention nord-coréenne s'inscrit dans une dynamique géopolitique plus vaste, structurée autour d'un axe émergent russo-coréen qui gagne du terrain dans la région sahélienne. Alors que les puissances occidentales peinent à maintenir leur influence sur un continent en pleine recomposition, Moscou et Pyongyang avancent méthodiquement, tissant une toile d'alliance nouvelle, déployant des modèles de gouvernance alternatifs et redéfinissant les mécanismes de coopération régionale. L'Alliance des États du Sahel, AAS, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, devient le cœur battant de cette révolution silencieuse. 3 pays dirigés par des juntes militaires, 3 États ayant rompu avec la CEDEAO, 3 capitales unies par une volonté commune de se libérer de la tutelle française et des institutions internationales. Le terreau était donc fertile pour une collaboration sécuritaire d'un nouveau genre, et les acteurs de l'Est l'ont bien compris. Le Russie, déjà bien implanté via Wagner, agit comme protecteur militaire, fournisseur d'armement et médiateur diplomatique. Mais la Corée du Nord, souvent sous-estimée, et apporte quelque chose de complémentaire, la doctrine, la discipline, l'infrastructure idéologique. Là où les Russes forment au combat conventionnel, les Nord-Coréens forment à la résilience de l'État profond. C'est cette complémentarité qui fait de l'axe russo-coréen un levier d'influence redoutable. Au Mali, des signes tangibles de cette influence commencent à apparaître. En avril 2005, des officiers maliens de la garde présidentielle ont discrètement été envoyés à Ouagadougou pour une formation accélérée, en présence de cadres nord-coréens. Dans le même temps, des équipements de surveillance d'origine asiatique ont été installés dans plusieurs installations stratégiques à Bamako et dans les régions nord, avec un objectif précis, anticiper les infiltrations et empêcher les rébellions internes. Au Niger, le régime militaire de Tchiani suit une trajectoire similaire.
Bien que moins avancé dans l'intégration de la doctrine nord-coréenne, Niamey multiplie les contacts avec Ouagadougou pour harmoniser ses systèmes de sécurité. Des projets conjoints ont été proposés, centres de formation régionaux, échanges de renseignements sécurisés, chaînes de commandement intégrées entre les armées de l'AES. Cette synchronisation régionale annonce une transformation inédite de la coopération militaire en Afrique de l'Ouest. Mais cette dynamique ne se limite pas aux militaires. Sur le plan diplomatique, les représentants de l'AES s'organisent pour créer des forums d'échange hors des circuits traditionnels, loin de l'Union africaine ou des chancelleries occidentales. En mai 2025, un sommet discret s'est tenu à Ouagadougou avec des délégations de Syrie, d'Iran, du Venezuela et de la Corée du Nord. L'objectif? Poser les bases d'une plateforme de coopération sud-sud, indépendante des anciennes puissances coloniales. Ce rapprochement inquiète profondément les chancelleries occidentales, car il ne s'agit plus seulement d'un basculement militaire, mais d'un renversement idéologique. L'Afrique de l'Ouest n'aspire plus à une intégration au modèle occidental. Elle construit un contre-modèle. Et ce modèle est bâti sur la souveraineté, l'autonomie stratégique, la loyauté nationale et une méfiance assumée vis-à-vis des grandes institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le FMI ou l'ONU. C'est dans ce cadre que Pyongyang développe ce que certains analystes appellent déjà sa doctrine d'ouverture sudiste. Conscient de l'échec de ses tentatives d'influence en Asie ou en Europe, Kim Jong-un réoriente sa diplomatie vers les États en rupture, ceux que l'Occident isole, sanctionne ou marginalise. L'Afrique, avec ses ressources, ses fragilités institutionnelles et son histoire post-coloniale encore vive, devient alors un champ d'expérimentation idéal. Cette stratégie porte ses fruits. En quelques mois, la Corée du Nord a repris ses relations diplomatiques avec la République centrafricaine, a initié des discussions avec le Tchad et la Guinée-Bissau, et a multiplié les missions d'observation dans des zones où l'influence occidentale recule. Dans les couloirs de l'ONU, ces diplomates s'allient aux représentants africains non alignés pour faire entendre une voix dissidente. Pyongyang, here paria, devient aujourd'hui un acteur audible, voire sollicité. L'aspect économique de cette expansion ne doit pas être négligé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger disposent de ressources stratégiques, or, uranium, lithium et terres rares. Des accords non officiels ont été conclus avec Pyongyang pour des échanges de technologies contre matières premières, en contournant le système SWIFT et en s'appuyant sur des réseaux bancaires alternatifs. C'est la naissance d'un marché parallèle, hors du regard des institutions financières internationales. Pour les États du Sahel, cette alternative est libératrice. Fini les conditionnalités imposées par la Banque mondiale. Fini le chantage politique des ONG internationales. Dans cette nouvelle configuration, l'aide est inconditionnelle, les partenariats égalitaires et les échanges orientés vers des objectifs concrets, sécurité, souveraineté, développement. Ce qui prend forme sous nos yeux, c'est un basculement de l'Afrique vers une nouvelle architecture stratégique. Non pas un retour à la guerre froide, mais l'émergence d'un ordre multipolaire. Le continent n'est plus une simple zone d'influence. Il devient un acteur autonome, capable de choisir ses partenaires, de rejeter les anciennes tutelles et d'inventer ses propres modèles. Et si le Burkina Faso est le laboratoire, alors l'AES en est le prolongement logique. Une plateforme militaire, diplomatique et idéologique qui s'étend, qui coopère, qui résiste. L'axe russo-coréenne, loin d'être une alliance de circonstances, se construit dans la durée. Il structure un nouveau type de souveraineté africaine, fondée sur la sécurité intérieure, l'indépendance politique et la solidarité entre régimes assiégés. Derrière l'apparente générosité de l'engagement nord-coréen au Burkina Faso se cache une stratégie calculée. Car si Pyongyang a déployé ses meilleures unités sur un continent éloigné de ses priorités historiques, ce n'est ni par charité, ni par alignement idéologique pur. La vérité est plus complexe. C'est un mélange de quête d'influence, de besoins de survie économique et d'ambition géopolitique dissimulées derrière une doctrine de solidarité sud-sud. La première motivation est tactique. L'Afrique représente un champ d'action où la Corée du Nord peut expérimenter et projeter sa puissance sans rencontrer de résistance diplomatique directe. Là où la mer Jaune est sous surveillance constante de satellites américains, le Sahel offre des zones grises, mal surveillées, où les sanctions internationales sont difficiles à faire respecter.
Ouagadougou devient ainsi un sanctuaire opérationnel. Mais ce sanctuaire est aussi une vitrine. En envoyant ses troupes au Burkina Faso, Pyongyang démontre à ses alliés, présents et potentiels, sa capacité à intervenir, à protéger et à structurer. C'est un signal lancé à tous les régimes qui se sentent menacés par l'ingérence occidentale. Vous n'êtes pas seul. Et il existe une alternative. Ce soft power musclé prend la forme de bots bien réels, mais aussi de protocoles de sécurité, de manuels d'entraînement et de centres de commandement conjoints. En second lieu, il y a une ambition économique. Bien que soumise à des sanctions sévères, la Corée du Nord conserve un appétit féroce pour certaines matières premières indispensables à son industrie militaire et technologique. Les terres rares du Burkina Faso, l'or, le manganèse et surtout l'uranium sont des ressources que Pyongyang ne peut pas se permettre d'ignorer. Des échanges technologiques contre accès aux mines ont déjà été amorcés, selon plusieurs fuites diplomatiques. Ces échanges ne passent pas par les circuits traditionnels. Ils utilisent des sociétés écrans, des systèmes bancaires informels, des chaînes de transport terrestre contournant les ports surveillés. Le système SWIFT, par exemple, est évité grâce à des accords de compensation directe ou des transactions en crypto-monnaie, via des intermédiaires installés dans des zones de non-droit bancaire. Le modèle ressemble à celui utilisé par l'Iran dans les années de blocus maximal. Cette diplomatie parallèle s'accompagne aussi d'un projet d'influence culturelle. À Ouagadougou, un centre d'études indépendante sur les doctrines de défense nationale a vu le jour, financé en partie par des entités proches de l'ambassade nord-coréenne. Officiellement dédié à la recherche stratégique panafricaine, ce centre est aussi un canal pour diffuser les principes de résilience idéologique inspirés de Pyongyang. On y apprend l'art de la guerre asymétrique, la discipline centralisée et la méfiance envers les narratifs occidentaux. Par ailleurs, Pyongyang utilise sa présence au Burkina Faso pour accroître son poids diplomatique dans les instances multilatérales. Chaque gouvernement africain qui se rapproche de la Corée du Nord représente une voix potentielle aux Nations Unies, notamment dans les commissions sur les droits de l'homme ou le désarmement. Ce n'est pas anodin. Dans un monde multipolaire, chaque voix compte et chaque partenaire stratégique devient une ligne de défense contre les résolutions hostiles. Un autre gain pour Pyongyang, l'exportation de son expertise sécuritaire. La Corée du Nord vend désormais ses services de conseil militaire comme un produit stratégique. Le savoir-faire de ces unités d'élite devient monnayable. Et contrairement aux sociétés militaires privées occidentales, Pyongyang ne vint pas à n'importe qui. Elle choisit des partenaires idéologiquement compatibles, renforçant ainsi un réseau mondial d'États non alignés. Ce réseau prend forme. Il s'étend du Venezuela à l'Iran, en passant par le Zimbabwe, la Syrie, le Laos et désormais le Burkina Faso. Ensemble, ces pays partagent une même volonté. Sortir du système mondial dirigé par les puissances occidentales, construire des alliances parallèles et affirmer une souveraineté fondée sur l'autosuffisance et la résistance. Pyongyang n'est pas leur leader, elle en est l'artisan souterrain. Au Burkina Faso, ces partenariats se doublent d'une convergence idéologique. Ibrahim Traoré, tout comme ses homologues de l'AES, incarne un rejet de l'ordre libéral post-colonial. Il ne mendie pas l'aide du FMI. Il ne fait pas de discours à Bruxelles. Il ne demande pas d'assistance militaire à Paris. Il construit un système alternatif, où les institutions sont à l'abri des pressions extérieures et où l'armée est le pilier de la souveraineté. Et c'est cette vision que la Corée du Nord souhaite accompagner. Pour Pyongyang, Traoré est plus qu'un allié stratégique. Il est un exemple. Un chef militaire prêt à affronter l'isolement diplomatique, à restructurer l'État contre vent et marée, à miser sur la résilience au lieu de la dépendance. Cette posture séduit. Dans d'autres capitales africaines, des officiers suivent le modèle avec intérêt. Certains l'adaptent déjà. D'un point de vue purement stratégique, le Burkina Faso offre également à la Corée du Nord un avant-poste géographique. En cas d'escalade mondiale, il devient une base arrière pour des opérations diplomatiques, logistiques ou même militaires hors du théâtre asiatique. Cette projection de puissance est nouvelle pour Pyongyang, et elle pourrait redéfinir son rôle dans les crises globales à venir. Le plus important reste peut-être l'effet d'entraînement. Chaque jour où les troupes nord-coréennes assurent la sécurité du président burkinabé sans contestation internationale majeure, chaque fois qu'un programme d'échange technologique contourne une interdiction bancaire,
C'est une victoire symbolique contre le monopole occidental. Et dans un monde où les narratifs dominants sont remis en cause, ces symboles valent plus que des traités. Le modèle burkinabé devient ainsi un précédent. Il démontre qu'il est possible de rompre avec l'Occident sans sombrer dans le chaos, qu'un pays peut restructurer ses institutions avec des partenaires alternatifs, et que l'aide inconditionnelle, lorsqu'elle est adossée à une vision claire, peut être plus efficace que les conditionnalités politiques. Pour la Corée du Nord, c'est un pari audacieux, mais c'est un pari qui semble, pour l'instant, porter free. L'influence de la Corée du Nord au Burkina Faso n'est pas une simple intervention étrangère. Elle représente un basculement paradigmatique dans la façon dont la puissance se pense et s'exerce sur le continent africain. Loin des schémas classiques fondés sur l'aide humanitaire, la démocratie conditionnée ou les coalitions militaires multilatérales, un nouveau langage du pouvoir émerge, et il parle de souveraineté, d'autodéfense, de loyauté organique et de résilience. Ce langage, pourtant, ne vient pas de Pyongyang uniquement. Il naît de la fatigue, de la lassitude d'un continent trop longtemps confiné au rôle de client. Le Burkina Faso, en expérimentant une restructuration sécuritaire avec des partenaires comme la Corée du Nord et la Russie, redéfinit la place de l'Afrique dans le concert des nations. Ce n'est plus le terrain de jeu des grandes puissances, c'est un champ d'innovation géopolitique. Car ce que fait Traoré aujourd'hui, ce n'est pas simplement résister, c'est bâtir un modèle, un système, un prototype. Et ce modèle ne repose pas uniquement sur la force militaire, il est idéologique, structurel et technologique. Il repose sur un principe simple. Celui qui contrôle sa sécurité, contrôle sa souveraineté. Et celui qui contrôle sa souveraineté, contrôle sa trajectoire. C'est pourquoi les réformes engagées au Burkina Faso ont une portée continentale. Au sein de l'Alliance des États du Sahel EAS, la doctrine sécuritaire élaborée à Ouagadougou fait des émules. Au Mali, des programmes de contre-infiltration inspirés des méthodes nord-coréennes sont en phase de test. Au Niger, les transactions militaires en dehors des circuits bancaires occidentaux deviennent monnaie courante. Ce n'est plus une exception, c'est une tendance. Mais la portée de cette dynamique dépasse l'Afrique. En Iran, à Caracas, à Damas ou même à Hanoï, on observe ce laboratoire burkinabé avec attention, car il prouve que les dogmes occidentaux ne sont plus indéboulonnables, que l'aide n'est pas toujours un cadeau, et que l'indépendance n'est pas un luxe, mais une stratégie. Dans les couloirs de certains ministères asiatiques et sud-américains, le modèle Traoré commence à circuler comme un cas d'école. Pour Pyongyang, c'est une victoire diplomatique silencieuse. Chaque jour où ses commandos opèrent à Ouagadougou sans représailles, internationales majeures est un jour de plus où le régime nord-coréen gagne en légitimité. Et chaque partenariat signé hors du cadre SWIFT ou du FMI est une pierre de plus dans l'édifice d'un monde post-occidental. La clé de cette efficacité réside dans le refus du spectacle. Contrairement aux interventions américaines accompagnées de grandes conférences de presse et de promesses moralisantes, l'axe russo-coréen agit dans l'ombre avec une redoutable précision. Pas d'ONG, pas de plan de transition imposé, pas de mission d'observation, juste des hommes armés, des systèmes de renseignement cryptés et une détermination à protéger un État en voie de refondation. Ce pragmatisme attire. Il correspond aux attentes d'une nouvelle génération de dirigeants africains, plus méfiants envers les institutions internationales, plus portés sur la souveraineté immédiate que sur les promesses de développement à long terme. Et surtout, il offre des résultats. Car au Burkina Faso, les putschs ont été stoppés, la chaîne de commandement a été rétablie, et les intrusions étrangères ont été contenues. Bien sûr, ce modèle n'est pas exempt de critiques. Certains y voient une militarisation excessive, d'autres une dérive autoritaire. Mais ceux-là oublient une réalité fondamentale. Dans des États où les coups d'État sont fréquents, où les frontières sont poreuses et où les institutions sont fragiles, la stabilité ne peut venir que d'un noyau de résistance consolidé. Et c'est précisément ce noyau que la Corée du Nord aide à bâtir. Cette mutation n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans un processus plus large de décolonisation réelle, non plus culturelle ou symbolique, mais stratégique. Elle repose sur l'idée que l'Afrique peut définir ses propres priorités, choisir ses propres partenaires, et se protéger selon ses propres critères. Elle repose sur un mot longtemps galvaudé, liberté. Car à l'heure où les anciennes puissances parlent de partenariats rénovés et d'agenda commun,
Le Burkina Faso parle de blindage, d'autonomie et de dignité. Et dans ce discours, il n'est plus seul. Chaque pays qui rejoint l'AES, chaque officier qui s'inspire des méthodes nord-coréennes, chaque diplomate qui contourne Bruxelles pour signer avec Moscou ou Pyongyang, contribue à l'émergence d'une nouvelle Afrique. Une Afrique qui ne demande plus la permission. Cette Afrique-là est encore en formation. Elle hésite, expérimente, ajuste, mais elle avance. Et chaque pas qu'elle fait loin des anciennes dépendances est un pas vers une redéfinition profonde de l'ordre mondial. Le Burkina Faso, en ce sens, n'est plus un simple acteur régional. Il est devenu un laboratoire de souveraineté, un creuset de stratégies nouvelles, un point d'appui pour tous ceux qui, dans le Sud global, veulent exister autrement. Et si les 700 soldats nord-coréens ne sont que la face visible de l'iceberg, ce qui se joue derrière eux, dans les réformes, les doctrines, les alliances, est bien plus grand. Il ne s'agit pas seulement de protéger un président. Il s'agit de refonder un État, de rompre avec l'ancien monde et d'en inventer un nouveau.